Chère Alexandra, nous arrivons malheureusement à la fin de cet entretien. Malheureusement pour moi, bien évidemment. Et je vous ai demandé deux choses. D'abord de me parler d'un objet auquel vous êtes particulièrement attaché et de nous lire un extrait de votre livre. Vous aurez la gentillesse de nous dire exactement ce qui se passe avant et surtout pas après. C'est à vous. D'accord. Écoutez, un objet, comme je voyage beaucoup et que quelquefois je m'installe dans des lieux qui sont pas très personnels, j'emporte toujours avec moi un tableau que j'adore, mais qui avec le temps a perdu son cadre, et c'est un scandale parce qu'il faudrait le restaurer, voilà, et qui est un tableau que j'ai trouvé il y a des années au Puce, qui est à mon avis un très beau tableau. C'est un self-portrait, un autoportrait. Manifestement, le peintre se regarde dans la glace. Et j'ai toujours pensé que ça, c'était une photo de Barbé d'Aurevilly. Oui. Et puis le bocal à poisson rouge. Et ça, c'est le tableau qui a de l'autre côté. Oh, c'est une merveille. Donc, pourriez-vous rapprocher juste le tableau près de la caméra? Voilà, qu'on voit bien. Merci beaucoup, on le voit bien là. Voilà. Donc je ne sais pas ce que c'est. Justement, son côté anonyme me plaît beaucoup. Je sais pas s'il a la moindre valeur. Moi, je trouve que c'est une bonne peinture, et surtout, c'est la maison. Ça incarne les dieux l'art. Je me balade avec, et où que je sois, dans les chambres d'hôtel, ou les meublés, ou les Airbnb, ou quelquefois dans des endroits un peu glauques, je le sors et je le mets sur la table de nuit, ou je sais pas quoi, et je suis à la maison. C'est magnifique. Donc, voilà. Alors, donc là, vous allez nous lire un passage de votre livre. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de recontextualiser ce passage-là, sans trahir quoi que ce soit, parce que nous avons choisi donc un extrait qui ne trahit rien du livre, mais qui est très signifiant sur Belgrine. Oui. En effet, l'extrait que nous avons choisi se passe à la fin du livre, au moment où Belle a réussi à monter tous les degrés de la société. Elle est elle est la femme la plus payée d'Amérique, donc c'est pas peu dire, alors qu'elle était partie de rien. Et elle ne s'est pas mariée, mais elle a adopté le fils de sa sœur, qui s'appelle Bobby, qui est devenu son enfant, qu'elle a élevé, et ce jeune homme va partir à la guerre. On est en 1940, et il vient de demander la main de la fille dont il est amoureux. Et le père de la fille vient de lui jeter au visage, alors qu'il n'en sait rien, il est blond aux yeux bleus, vient de lui jeter au visage qu'il est un homme de couleur, et qu'en conséquence, il n'aura pas sa fille, et non seulement il n'aura pas sa fille, mais il n'a pas sa place dans sa famille. Et le jeune homme est évidemment sidéré et demande à Belle si c'est vrai. Et Belle nie, encore une fois, en disant que ce type est fou, et que c'est un sale raciste ignoble, et que absolument pas, qu'il se regarde dans la glace et il verra bien qu'il n'est pas un homme de couleur. L'attrapant par le coude, elle le força à se lever et le traîna jusqu'au miroir. Combien de fois, depuis le début de cette terrible nuit, avait-il scruté son visage dans cette glace? Au retour de la révélation chez Nina, il avait dû y foncer droit. Combien de temps déjà avait-il observé son nez, sa bouche et ses yeux, cherchant en lui, avec sérieux, avec terreur, la preuve de ce qu'il venait d'entendre. « Regarde-toi bien, Bobby, ce grand type blond en uniforme d'officier. Tu le vois? Le premier lieutenant Robert Mackenzie Leverage. Tu trouves qu'il ressemble à un noir? Vraiment ?» Elle le secoua. « Il faut arrêter ces bêtises, les arrêter immédiatement. Je comprends que les calomnies du père de Nina t'aient bouleversé, mais il y a des limites à la médisance. » Ils se tenaient côte à côte devant le trumeau et s'y reflétaient ensemble. Son visage à lui flottait, loin au-dessus de celui de Belle. Mais ce n'était plus sa propre image que Bobby scrutait avec fascination. Il l'examinait, elle, et il la voyait comme il ne l'avait jamais vue. Il voyait son front ambré, la prunelle liquide de ses yeux gris-vert, son nez trop fort, la rondeur pulpeuse de sa bouche
et sa chevelure rebelle qu'elle n'avait pas pris le temps d'attacher en chignon. Sous cette lumière, dans le regard de Bobby, cette expression fixe et folle, elle sentait qu'elle se transformait. Elle devenait ce qu'il découvrait. En robe de chambre, sans maquillage, sans la poudre de riz qui éclaircissait son teint, sans la gomina qui lissait ses cheveux, elle n'était plus seulement la beauté exotique qu'il avait toujours admirée, mais aussi, mais surtout, la putain noire de Morgane que ces salauds avaient évoquée. Une évidence. La révélation fut aussi terrible pour elle que pour lui. Morgan's nigger whore. Tous deux en ressentirent la même épouvante. Une solitude infinie s'était abattue sur leurs épaules, écrasant leur corps, submergeant leur âme, envahissant tout. Bobby ne bougeait plus. Il se tenait assis dans le canapé, immobile, tête baissée, comme happé par le vertige. Un gouffre semblait s'être ouvert à ses pieds. Belle, face à la fenêtre, s'absorbait dans la contemplation de New York. L'aube s'était levée. Par les baies vitrées, elle apercevait la longue silhouette des gratte-ciels qui crevaient les lueurs rouges de l'aurore. Ce qu'elle redoutait depuis tant d'années venait d'arriver. Elle ne tentait plus de batailler ou de nier, elle se taisait, essayant seulement de mesurer pour lui les conséquences de la vérité. Réfléchir à l'avenir, réfléchir vite. Il ne devait plus revoir, ni même approcher à 100 mètres la Taylor Buchet. Rompre tout de suite, sans lettre d'explication, sans trace, sans rien. Le silence. Il en aurait le cœur brisé, ce qui n'était jamais bon chez un soldat à la veille du combat, mais qui n'avait eu le cœur brisé à son âge. Et qui ne se remettait d'une rupture en ce monde. Le mariage avec cette fille eût été de toute façon un désastre. Quoi qu'il en soit, il ne pouvait plus l'épouser. Plus inquiétant, beaucoup plus dangereux aux yeux de Belle, la place de Bobby dans l'armée. Il était si fier de son escadrille, si fier de ses compagnons d'entraînement, si fier de leur amitié. Les gars du 92e Bomb Group, 327e Bomb Squadron. Mais que ces Blancs découvrent son secret, qu'ils apprennent les origines africaines du lieutenant Leverage, et leur attitude changerait. Belle se souvenait trop bien de ce qui était arrivé à l'un des protégés de son père, cet officier de West Point, auquel ses camarades avaient coupé les oreilles après l'avoir roué de coups, sous le prétexte qu'il était noir et qu'il ne voulait pas vivre et mourir aux côtés d'un homme de couleur. Rejeté, humilié, dégradé, Bobby passerait au conseil de discipline pour avoir menti sur sa race. On l'enverrait comme troufion dans un régiment d'infanterie noire. Comment y survivrait-il ? Par le physique, par l'éducation, par les goûts, Bobby était un officier blanc. En vérité, il n'appartenait plus à rien. Elle se révolta. Les Greeners avaient échappé à la pauvreté, aux humiliations, à l'injustice, à toutes les monstruosités dont les Blancs torturaient les Noirs. Ils étaient sortis de la misère et de l'ignorance où les Blancs, délibérément, les enfermaient. Ils étaient sortis du ghetto. Son enfant n'allait pas maintenant y retourner. Certes, Bobby n'ignorait plus d'où il venait. Son regard dans le miroir tout à l'heure, son regard sur le visage de sa beauty bull, sur ses lèvres, sur ses cheveux, il savait. Mais ni l'un ni l'autre n'avait prononcé de paroles définitives. Le secret des Greens n'avait pas été avoué. Le mystère n'avait pas été révélé. Or, sans les mots pour lever le voile, sans les mots pour fixer les certitudes, l'ombre et le silence perduraient. Le front contre la vitre, elle murmura. « Oublie ce que tu as cru découvrir cette nuit. Oublie ce que t'ont dit ces connards. Même si un jour tu devais avoir un doute, même si un jour tu devais t'interroger sur ce que tu as entendu chez eux, garde-le pour toi et boucle-la. Ne reconnais jamais, devant personne, ce que tu penses savoir, car au fond tu te trompes et tu ne sais rien. Pourquoi cherches-tu encore à m'embrouiller ?» Il lui jeta un regard dont elle ne vit pas le désespoir. À quoi cela sert-il de mentir ? Répétant sa question, il demanda avec une tristesse infinie. « Pourquoi me mens-tu à moi, Bull ?»« Qui parle de mensonges ?» s'insurgea-t-elle. Elle se détourna de la fenêtre et vint s'asseoir à ses côtés. Elle tentait de se calmer, de raisonner avec lui. Que s'est-il vraiment passé cette nuit ? Rien. Sinon une crise d'hystérie chez des ploucs racistes et dingues. Pas plus, pas moins qu'une crise d'hystérie, Bobby.
Tu ne dois plus voir cette fille, ni même correspondre avec elle. Ces gens sont nuls. Je te conseille donc de ne plus penser à tout ça, de te taire, et pour le reste, de continuer à vivre comme avant. C'est tout. Il ricana amer. Vivre comme avant? Tu crois cela vraiment possible? Vivre en tout cas, oui. C'est même la seule chose en laquelle je crois. Vivre. Et pour l'heure, survivre. Elle lui prit la main, il ne la retira pas, et la laissa porter tendrement son poing à ses lèvres. Il esquissa un sourire. Message reçu, Boule. Je ferai de mon mieux. Merci beaucoup.